Vous l'avez jamais. Tu peux lui Ok, alors bonsoir tout le monde. Merci d'être présent. On est entre nous, ça va être intime ce soir, donc vous allez avoir le privilège d'avoir un lien direct avec les intervenants, que ce soit du documentaire ou autre. Donc voilà, je m'appelle Omar Azabi, je présente Elias Geoffroy. On est tous deux candidats au Grand Conseil, mais ce n'est pas le but ce soir. Le but ce soir, c'est de parler justement d'extrémisme violent. Donc, pourquoi cette thématique? Les Verts se sont positionnés sur la question par le biais de sa conseillère nationale Lisa Mazzone, parce qu'on pense qu'il y a une autre perspective à amener au débat, notamment sur la question de l'intervention, enfin la prévention sociale, culturelle et économique. Déjà sur le débat, pendant le débat sur la loi sur le renseignement, les Verts avaient critiqué en fait l'intrusion dans l'espace privé entre autres et le profilage sur ces questions-là. Et on s'est rendu compte aussi qu'à Genève, il y avait des choses qui se faisaient, qui n'étaient pas forcément assez mises en avant, ou des choses que la population, dont la population n'était pas forcément au courant. Donc, ça s'inscrit aussi également dans le cadre de notre programme électoral, puisqu'on a une partie, en fait, le programme électoral s'appuie sur 3 piliers, donc l'environnement, l'économie durable et solidaire, et l'égalité. Et dans la question de l'égalité, Elias et moi avons travaillé sur les questions de sécurité publique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on met en avant le besoin en fait, des forces de sécurité du canton, de ce besoin-là de se diversifier et ce besoin-là de faire un travail de terrain avec les associations. Et dans ce cadre-là, on s'est dit que ce soir, ça serait intéressant d'avoir justement cet échange entre l'associatif et l'institutionnel, puisqu'on a la phase avec nous ce soir, avec M. Gendre. Je vous présenterai les intervenants tout à l'heure, qui justement est à la base de la création de cet outil qui... on en parlera tout à l'heure, mais voilà, qui s'occupe en tout cas de cette plateforme Gardez le lien, qui est une plateforme qui est unique en Suisse, qui s'occupe de la prévention et qui s'occupe de la question. Quelques chiffres simplement avant de commencer la diffusion. Donc, des articles qu'on a eus récemment, on dit que depuis 2015, 15 personnes auraient quitté la région genevoise pour rejoindre les rangs du groupe armé en Irak et en Syrie, ça c'est le matin dimanche. Le service de renseignement de la Confédération comptait en fin février 79 Suisses partis combattre en Syrie et en Irak. Et la rentrée au pays de 13 d'entre eux a été confirmée, 21 autres sont morts. Sinon, vous dire que voilà, selon la presse encore une fois, et ça sera confirmé ou non par monsieur Darc qui est avec nous, qui connaît bien ces questions-là, en tout cas, selon certains médias, la police genevoise surveille actuellement sur Internet ou physiquement 86 personnes qui sont soupçonnés de ce qu'on appelle, ce qu'on définit en tout cas, la radicalisation. Donc voilà, l'introduction est faite. Je vais vous souhaiter un excellent film. Avant ça, peut-être, donner la parole à nos 2 journalistes, brièvement, pour vous présenter leur réalisation et le pourquoi du comment. Donc j'accueille, en l'occurrence, Madame Emmanuelle Bressan et Monsieur Christian Fargues qui est là, mais c'est Madame Bressan qui va prendre la parole. Bonjour. Nous, on est parti sur cette thématique à la suite d'un rapport d'un policier de Fettepol qui travaillait en même temps dans la brigade antiterroriste de Fettepol et qui terminait son master, sauf erreur. Et dans ce rapport, il annonçait que des chiffres suisses qui étaient de 86 personnes sous contrôle judiciaire et 500 dans toute la Suisse, dans le collimateur des services de renseignement. Ça, ce sont les chiffres des services de renseignement. Et je pense que mes collègues ont les mêmes. Et à la suite de ces chiffres, voilà, on s'est dit, mais ça veut dire quoi 500 personnes, c'est-à-dire qu'il y a 500 personnes en Suisse qui sont susceptibles de travailler avec Daesh, d'avoir des liens ou de propagande, ou des liens directs avec les soldats de l'État islamique. Et on a voulu... essayer d'aller voir ce qu'il y avait derrière. Voilà, l'idée est partie comme ça. Et puis la plus grosse difficulté a été évidemment d'avoir des témoignages. On n'en a eu qu'un, mais on a été en contact avec 2 autres personnes qui n'ont pas souhaité s'exprimer, qui sont aujourd'hui en attente de leur jugement. Donc c'est des djihadistes qui sont revenus. Donc il y en a un dans le film et puis 2 autres.
qui sont là, qui sont en Suisse, qui sont sous le coup d'une procédure pénale et dont la plupart sont libres. Et donc ça aussi, ça nous a beaucoup interpellés de voir comment en Suisse on gérait cette problématique-là au niveau du ministère public et des procureurs. Voilà. Merci beaucoup. Donc oui, comme vous avez pu constater, on va, dans le cadre du reportage, parler plus spécifiquement de l'extrémisme violent de type islamiste ou islamique, selon les terminologies. Et justement, la question de la terminologie est intéressante parce qu'on ne veut pas non plus se concentrer uniquement sur la dimension islamique de l'extrémisme violent, mais on veut aussi montrer qu'il y a d'autres formes d'extrémisme. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. On parle pas mal d'extrémisme de l'extrême droite, justement. On a vu que récemment en Italie, qu'en Allemagne, il y a eu des attaques de la part de certains membres affiliés à ce type de mouvement contre des migrants, contre des centres de migrants dans ces différents pays. Donc c'est aussi une réalité. On voit également un peu sur Internet des mouvements en ce sens émerger. Donc on essaye évidemment d'avoir une approche aussi globale sur ces questions et pas uniquement sur l'extrémisme violent de type islamique, même si c'est quand même ce qui préoccupe le plus l'opinion publique actuellement. Et on ne veut pas non plus éviter le débat, donc on est là aussi pour l'aborder. Après, on peut aussi revenir sur la terminologie elle-même. Pourquoi extrémisme violent ou plutôt radicalisation. On a surtout insisté sur la dimension de la prévention, qui pour nous est essentielle et qui est souvent sous-exploitée ou pas assez mise en avant. On va beaucoup plus agir, on a l'impression, enfin, dans les médias, on va beaucoup plus parler de répression. On va chercher les terroristes lorsqu'ils reviennent, lorsqu'ils sont sur le point d'intervenir. Mais il y a tout un travail en amont qui n'est pas assez visible et qui n'est pas assez soutenu à notre sens. Et c'est justement l'occasion, lors de cette projection, de parler de ce travail qui est fait. Donc on reviendra certainement sur ces différentes terminologies. J'en profite, finalement, pour terminer avant la projection, de présenter rapidement les différents intervenants qui auront l'occasion de se présenter eux-mêmes après la projection. Donc on a Naïma Serouk de l'association Tassamour, qui est également avec son équipe juste derrière. On a Sébastien Gendre de la phase et Pierre Alindard, chef de la brigade des mineurs, qui sont tous les deux associés dans la plateforme Garde le lien, une plateforme genevoise. On a Katharina Pereira de l'association genevoise pour l'ethnopsychiatrie. On devait avoir Mohamed Ali Badbou, mais il a un problème de voiture, il est bloqué sur l'autoroute, donc on verra si on arrive à la voir après la projection ou pas, on verra. Et enfin, évidemment, vous avez déjà entendu nos deux réalisateurs du reportage en question, Emmanuel Bressan et Christian Fargue. Et enfin, voilà, nous deux, Elias Geoffroy et Omar Zabig, on fera également les modérateurs pour la table ronde. Donc voilà, sans plus tarder, on va passer à la projection et on se retrouve tout de suite derrière pour le débat. Merci beaucoup. Bonne projection. J'invite les différents intervenants ainsi que les réalisateurs à nous rejoindre sur le panel. N'hésitez pas à vous mettre au milieu. Et on va peut-être essayer de monter peut-être un peu la lumière. La place aux femmes. Et place aux femmes, oui. Surtout, ouais. Voilà, parfait. Voilà. Juste un instant, je vais vérifier pour la caméra. Alors, on voulait commencer déjà par vous laisser vous présenter vous-même parce que vous avez différents titres et vous intervenez à différents échelons sur la thématique. Donc je vais commencer ici par Katharina Pereira. Bonsoir, donc Katharina Pereira, je suis psychologue, j'interviens ici en tant que présidente actuelle de l'association genevoise pour l'ethnopsychiatrie et écothérapeute. Notre association qui existe depuis 2001 a 2 consultations, une pour patients migrants et une pour personnes victimes de dérives sectaires. C'est une méthodologie très spécifique où nous sommes un groupe de cothérapeutes autour d'une situation clinique qui nous est toujours amenée par un intervenant externe du monde médico-psychosocial genevois. Et dans le cadre de la consultation pour personnes victimes de dérives sectaires, nous avons été amenés à suivre un certain nombre de situations de parents qui étaient préoccupés par des enfants à risque de radicalisation. C'est un peu avec ce libellé-là que les personnes sont arrivées. Donc nous avons au courant, en tout cas de l'année 2017, suivi quelques situations comme ça et travaillé avec ces parents et parfois avec les jeunes
Donc, moi, je suis là en tant que clinicienne, donc pas dans une optique sur le terrain, mais disons dans une pratique clinique plus préventive. Nous ne sommes jamais intervenus pour des jeunes qui seraient partis et revenus, mais nous sommes intervenus en amont lorsqu'il y avait des préoccupations par rapport à certains jeunes, en général en collaboration avec l'école d'ailleurs. Merci, Madame Naïma Serrouk. Alors, Madame Naïma Serrouk, vous m'avez vu dans le film. J'ai initié le projet Tassamouh, qui veut dire tolérance, réconciliation et pardon en arabe. On a voulu provoquer l'oreille un petit peu suisse pour dire le mot en arabe, pour dire on est là, mais on est là en tant que citoyen. L'action c'est que d'inviter 13 médiateurs de différentes écoles religieuses, musulmans et non, en tant que citoyens, de s'engager pour cette thématique-là. Et on a suivi des formations pendant 6 mois. Et du coup, notre travail maintenant focalise sur la prévention et la prévention auprès des jeunes musulmans, avec une approche intraculturelle et avec une approche de reconnaissance et valorisation des origines des gens. Et ce n'est pas toujours des origines migrantes, il y a aussi les Suisses avec lesquels on travaille. Et voilà. On peut donner des réponses après à votre question. Et on a commencé notre travail par un travail de terrain. C'est là maintenant qu'on est en train de faire des théories après qu'on a arrivé à des solutions ou à des observations. Emmanuel Bresson, je suis journaliste à temps présent. Bonsoir, Pierre-Alain Dard, je suis policier. Mais contrairement à ce qui a pu être dit, je ne suis pas dans la lutte contre le terrorisme. Je suis le chef de la brigade des mineurs et je suis le représentant de la police au sein de la plateforme Garder le lien, dont on va parler, parce que je crois qu'il est question ici plutôt de voir d'illustrer le travail qu'on fait à ce niveau-là, en tout cas au niveau genevois, plutôt que de vous expliquer les méthodes de lutte contre le terrorisme, parce qu'effectivement je ne serai pas la bonne personne pour ça. Cela dit, je suis assez content de ce reportage. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Et puis, la richesse de ce soir, c'est qu'on puisse être là, mon collègue Sébastien Jean de la Phase et moi, pour répondre à vos questions, vos préoccupations par rapport aux activités de cette plateforme. Gardez le lien. Merci Pierre-Alain qui m'a présenté. Donc Sébastien Gendre, je travaille au secrétariat général de la Phase, je suis travailleur social de formation. J'occupe la fonction au sein de la Fondation pour l'animation socioculturelle, le titre assez pompeux de responsable du suivi des situations complexes qui surviennent dans le cadre de la Fondation auprès d'à peu près du millier de collaborateurs qui travaillent sur le territoire genevois dans les différentes institutions d'animation socioculturelle. Et puis je fais partie depuis effectivement le début des travaux de la plateforme Garder le lien. Et je représente aussi cette plateforme au sein du projet national Jeunes et Médias, qui aujourd'hui se préoccupe un petit peu justement de traiter ces questions en lien avec l'Internet, l'usage des médias sociaux notamment. Merci. Alors, la première question, en fait, elle s'adressera à Madame Bresson. C'est de savoir, vous avez choisi quand même un angle d'attaque qui est particulier. Dans le sens où vous nommez votre documentaire « Les djihadistes sont parmi nous », dans un contexte Tariq Ramadan, un contexte avec une islamophobie assez importante, puisque dans les actes, en tout cas, discriminatoires en Suisse, l'islam arrive en 3e position, selon l'Office fédéral, enfin la commission fédérale contre le racisme. Donc, est-ce que vous n'avez pas peur, quand vous choisissez cet angle d'attaque, et puis que finalement vous faites ce constat, est-ce que vous n'avez pas peur des retombées que ça peut avoir? Et quelles ont été les réactions que vous avez eues suite à la diffusion de votre documentaire? Vous parlez du contexte Tariq Ramadan. Le contexte islamophobe en général, c'était les actualités qui sont... C'était pas tellement... D'accord. Peur, non, parce que nous, vous l'avez vu, la grande difficulté, on n'a pas approché le terrorisme suisse de près. On n'a pas enquêté, on n'est pas policier, on n'a pas les moyens... Donc on s'est basé en fait sur des données officielles, d'abord des services de renseignement,
Et puis après, quand vous voyez tous les interlocuteurs qu'on a, on a beaucoup d'officiels finalement dans ce reportage qui confirment un peu la crainte et puis ce qu'on sentait un peu, c'était de se dire, voyez, on était dans une période où il y avait tous ces attentats, Nice, Barcelone, etc. Ça nous a marqué. Moi, à titre personnel, ça m'a touché, comme beaucoup, et on s'est dit, mais ok, on est en Suisse, on a la chance de ne pas avoir eu d'attentat, mais ça nous semblait impensable qu'on soit complètement épargné et qu'on vive en dehors de cette mouvance-là. Donc, peur, non. Peur de quoi? Les réactions, moi je suis partagée parce que, bon, on est sur le temps présent est diffusé sur les réseaux sociaux. Et je ne suis pas une grande fan des réseaux sociaux parce que c'est souvent ça donne une forme de déversoir. Donc je les regarde plus et je regarde plus les réactions qu'on a eues parce que ça partait dans tous les sens, sur les religions, l'islam, enfin voilà. Donc c'était les seules réactions négatives, je dirais, qu'on a eues sur les réseaux sociaux, surtout sur l'amalgame entre terrorisme et islam. Et puis pour le reste, non, les gens étaient contents. Politique peut-être. On n'a pas eu de réaction politique. Je regarde Christian, non. En tout cas, enfin, il y en a pas à titre personnel, pas sur le site de l'émission, ni des services de renseignement. On pense à qui serait un petit peu... Bon, ils ont l'habitude, hein. C'est les porte-paroles qu'on a. Hein. Les porte-paroles, c'est leur job, ils savent. Donc, non, on n'a pas eu de réaction, en tout cas virulente, voilà. Peut-être pour continuer, pour prolonger le débat, justement, peut-être un peu se tourner vers les acteurs de terrain. De votre point de vue, de votre expérience, justement, en étant présent sur le terrain, qu'est-ce que vous tirez de ce documentaire par rapport à votre présence quotidienne? Et est-ce que vous voyez des différences éventuellement? Est-ce que vous avez des choses à rajouter ou à confirmer? Donc voilà, je vais me tourner vers les différents acteurs. Donc, on a l'association Tassamour, on a également la phase et les brigades des mineurs. Je vais peut-être demander à chacun des trois leur tour. Voilà, une première réaction sur le documentaire et sur leur expérience de terrain directement. Je vais peut-être commencer directement avec ma gauche. Volontiers. Réaction en lien avec le terrain. Simplement l'existence de la plateforme aujourd'hui genevoise, elle répondait à un besoin de terrain. C'est vrai que mes collègues, les travailleurs sociaux, qu'ils soient hors mur ou qu'ils travaillent dans les associations de maisons de quartier, de centres de loisirs, sont en contact des jeunes. Ça s'est dit à un moment donné dans le reportage, le profil des jeunes qui vont se radicaliser montre effectivement un certain nombre de liens. Ça reste encore à démontrer vraiment complètement, mais de liens avec, par exemple, le fait de ne plus être dans un parcours scolaire ou ce genre de choses-là. Donc effectivement, on a je le disais, hein, on est presque 1 millier de collaborateurs présents sur tout le territoire genevois. Donc on a une vision quand même effectivement de ce qui se passe dans la jeunesse, notamment autour de la recherche de l'identité, aujourd'hui de la difficulté qu'il y a à être adolescent, jeune adulte, à trouver une place dans notre société. Plus ça avance, plus c'est compliqué. On a l'impression que c'est de plus en plus transparent avec la société connectée, évidemment. Mais ce n'est pas tout à fait le cas dans la réalité de tous les jours. Et puis on constate ces phénomènes parfois de désaffiliation, pour ne pas parler de désinsertion, qui font qu'effectivement les jeunes cherchent, certains en tout cas, trouvent du côté, c'est aussi dit dans le reportage, trouvent une voie du côté de la religion. D'autres, ça va être d'autres éléments qui vont jouer, et puis une petite proportion, effectivement, une petite minorité de jeunes vont opter pour durcir un peu le ton, durcir un peu leur manière de voir le monde et se radicaliser. Encore que là aussi, ce serait intéressant de discuter de ce que ça veut dire. Est-ce que ce qui fait peur, c'est la radicalisation violente, ou le phénomène de radicalisation fait partie du phénomène adolescent, la construction d'identité? Ça, on peut se poser la question. Nous, ça répondait à un besoin d'avoir un besoin des collègues de terrain, de mieux comprendre. Je crois qu'il y a les travailleurs sociaux en général pensaient s'être complètement débarrassés du fait religieux, et en fait c'était une erreur.
c'est qu'aujourd'hui, un bout de la société laïque, c'est aussi un bout dit dans le reportage, M. Esposito, la société laïque, un bout se cache derrière ça, alors que ces questions-là, notamment en termes de construction d'identité, sont tout aussi importantes que la formation, que les questions en lien avec la sexualité ou autre. Donc ça répondait vraiment à un besoin. Voilà, par rapport au reportage, et pour répondre à votre question, le reportage, le terrain, les différences, les similitudes, je pense que ce reportage illustre très bien ce qu'on vit dans le terrain, c'est-à-dire de se dire que c'est vraiment quelque chose qui est plus compliqué que ce qu'il en a l'air, parce que les gens ont tendance à donner des réponses toutes faites. Une mosquée, ben voilà, des jeunes vont à la mosquée, c'est pour se radicaliser. Alors on voit que oui, c'est possible que ça se passe, puis on voit que c'est de loin pas à chaque fois le cas et le schéma typique. Quand un jeune a une petite barbichette qui pousse, certains vont dire ah ben oui, ben c'est normal, il va partir en Syrie. Et puis Madame Sarraute l'a dit, ben non, pas tous, mais oui, ça arrive quand même. Donc ça coupe un petit peu les ailes des deux extrêmes, de ceux qui disent c'est tout comme ça, et puis ceux qui disent non, ça n'existe pas. Parce que le risque qu'on a en Suisse, et je crois que Duvillard l'a très bien illustré, c'est de se dire on est un petit pays tranquille, on est à l'abri, finalement ça se passe en Suisse, ça se passe à Berlin, ça se passe ailleurs, ça se passe à Munich, nous on risque rien parce qu'on est dans le canton de Vaud, on est à Genève, etc. Non, c'est de se dire oui, ça existe, mais c'est compliqué. Et puis, ça fait peur aussi. Donc, quand ça fait peur, on active toutes sortes de mécanismes, et puis on a un petit peu des réponses faciles. Et puis, il y a des gens qui nous donnent des réponses faciles. Et puis, vous avez des tendances qui exploitent ça, y compris des tendances politiques, d'un côté ou de l'autre, pour plonger dans telle voie. Et dans le terrain, on voit qu'effectivement, on a toutes sortes de situations, toutes sortes de typologies, avec des risques, avec des possibilités d'intervention, avec parfois, ça a été dit, parfois c'est trop tard, parfois on arrive un petit peu tard et puis il n'y a plus grand chose à faire. Et je trouve que ce reportage l'illustre très bien. C'est exactement ce à quoi on est confronté au sein de la plateforme. Donc, la plateforme, ce qu'on appelle la plateforme opérationnelle, c'est-à-dire là où on échange sous le regard interdisciplinaire des situations qui arrivent à la plateforme et qui préoccupent. Et puis on voit qu'on a des situations qui sont ok, bon ben voilà, là il y a, comme le disait Sébastien, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la construction de la personnalité à l'adolescence, et puis il y a peut-être un travail éducatif à faire assez léger pour apaiser les inquiétudes et puis finalement assurer un suivi. Et puis il y a des situations un petit peu plus délicates avec nous. La question qu'on doit se poser chaque fois, c'est qu'est-ce qu'on prend comme mesure, qu'est-ce qu'on suggère, à quel moment effectivement on va passer le relais à des policiers qui enquêtent de manière pénale ou préventive sur ces cas-là. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué que ça en a l'air, ça fait appel à des connaissances qu'on acquiert petit à petit. On n'est pas des experts de la matière, donc c'est vrai qu'on doit s'enrichir les uns de la vie des autres, des connaissances, de l'expertise des autres, de prendre aussi l'appui de, oui, effectivement, il y a des ethnopsychiatres qui peuvent aussi apporter un regard particulier. Toutes ces matières réunies peuvent vraiment nous éclairer. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire en voyant ce film et tout ce que ça suscite en moi, en voyant puis en saluant l'excellent travail que vous faites, messieurs et dames, de cette association, parce que c'est vrai qu'on vous voit à l'œuvre et puis c'est remarquable. Merci. Merci beaucoup. Madame Tassamo, peut-être vous avez aussi un micro, sinon voilà. Chacun un micro dans rempli. Alors, tellement que ça a été beaucoup de choses qui étaient dites là, que j'ai oublié la question de départ. C'est une question assez simple, hein. Votre constat de terrain en tant qu'acteur social, justement, et aussi avec ce que vous avez vu dans le film, comment vous réagissez par rapport à votre expérience Okay. Alors, premièrement, puisque
moi, j'étais initiatrice de quelque chose qui n'existe pas avant. Initiatrice, on peut dire au niveau suisse actuellement, nous sommes la première association des femmes musulmanes qui dit stop, il faut faire quelque chose, il faut montrer les défauts, il faut faire l'autocritique. La réalité a prouvé qu'il y a une volonté, M. Duvillard, je l'ai rencontré plusieurs fois, qu'on implique les associations civiles dans ce travail, mais réellement dans le terrain, il y a encore un fossé vraiment grand. Les politiciens ne sont pas encore là parce que pour eux, il n'y a pas assez de cas pour bouger. On commence de parler quand il y a quelque chose qui arrive au niveau média. Après, ça se calme. Après, il y a aussi les professionnels comme les polices, les assistants sociaux, les protections jeunesse et enfants. Ils sont tellement satisfaits de leur façon de faire. Qu'est-ce qu'une association civile va nous ajouter? Ça, c'est une réalité. Même lorsqu'on va parler ou discuter, ils vont montrer un petit peu. Il y a des lacunes, on ne sait pas comment toucher ce sujet-là. Les profs à l'école, on leur demande de faire de la prévention. La prof, il me dit, mais comment moi je vais faire la prévention? Et on pense aussi, il y a beaucoup de préjugés dans ce sujet-là. C'est les migrants, c'est les arabophones, c'est les Turcs. Et je peux dire, il y a des chiffres, preuves, comme on a vu dans le film, c'est des Suisses, c'est des vrais Suisses convertis comme M. Max qui est parti. Alors comment nous, on peut donner des lumières par rapport à ça? C'est vraiment de dire, nous on a fait l'approche intraculturelle, ça veut dire on va vers le jeune, on discute avec lui ses vrais problèmes sociaux, ses vrais problèmes d'insertion sociale ou économique, et la voie de la migration s'il y a la voie de la migration, mais aussi l'approche de la religion. Cette religion, c'est quoi exactement? Comment on va la traiter? On a tellement été, moi-même, quand on était dans des cours dans les écoles, c'est le tabou, il ne faut pas parler de la religion. Alors ce que nous on appelle, non, il faut parler de la religion. La religion c'est un outil de prévention, mais il faut savoir travailler avec des professionnels. Et c'est pour cela notre première action, c'était pas de dire on va intervenir, on a dit qu'on va former des gens qui ont déjà un bagage. Ce sont des assistants sociaux, c'est des docteurs, c'est des psychologues, mais qu'on a donné un petit peu les outils nécessaires pour travailler. Et que, pour dire, les 13 médiateurs qu'on a, c'est des professionnels de métier, mais c'est des bénévoles, pour montrer que c'est une question de citoyenneté. Il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de la politique et des professionnels qui sont dans leur poste. Moi, je me souviens, j'étais à Nidau, une petite ville de Zélande, trop germanophone, trop satisfait de leur bourgeoisie un petit peu. Les socialistes là-bas, ça ne joue pas du tout. Les Verts, ils sont petits comme ça. Alors, quand je rentrais, j'ai expliqué tout ce que moi j'ai remarqué dans la réalité et avec des noms, des prénoms dans le quartier, pas simplement. Ils sont paniqués et ils ont refusé après de continuer de travailler avec moi. C'était trop. Et on m'a donné ce feedback. Non, c'est trop là. Non, s'il veut quelque chose, il contacte la responsable de la protection jeunesse et enfants. Alors pour dire, mon but, ou le but du groupe, c'était de lancer la réflexion et lancer un SOS. Et il faut ouvrir la place à cette religion autant qu'une vraie participation sociale, comme on a des centres sociaux protestants, des centres Caritas catholiques, je ne sais pas quoi d'autre. Les musulmans font partie du paysage là maintenant. Cette reconnaissance de cette religion va valoriser la communauté musulmane et ça va passer dans le salon quand on sera avec nos enfants. Il y a une reconnaissance. Je ne fais pas là l'avocat de l'islam, ça c'est pas ça mon but du tout. Mais la question, c'est vraiment des jeunes de 13, avec lesquels je travaille, de 13 à 18 ans, qui sont dans le questionnement et que nous, on ne trouve pas les réponses parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que je vais répondre? On s'est caché, je me souviens une fois, pardon d'insister sur ça, il y avait des femmes somaliennes qui prennent les salles des églises pour apprendre le Coran aux enfants. Elles cachent le Coran dans le petit cahier parce que la dame de l'église va aller-retour et va dire non, 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 on ne fait pas des Corans ici, on ne fait pas de l'éducation islam ici. Mais on va le faire où? On va se cacher où? On va dans une usine perdue
prendre un local, après on va nous filmer. Oh, c'est des trous de rats, pardon de dire ça. Et moi, ce que j'appelle, qu'on sort, c'est une religion, qu'on croit, qu'on fait l'autocritique, qu'on parle, mais on ne pousse pas les gens à l'exil. Je suis désolée, moi, si on s'est plat et que ça me touche tellement parce que je fais partie de ça. Dernière chose que j'aimerais dire, peut-être on l'a vu dans le film, le monsieur Ferré, Beat Ferré de Bien, qui dit il faut téléphoner à monsieur Geyser de Cantonade. Dans ce travail, actuellement, ce qu'on a remarqué, à part, je pense, à Genève, chacun travaille dans sa place sans passer l'information. Alors, le football, elle est là, elle travaille, les polices ici sur le terrain travaillent, mais il n'y a pas vraiment une plateforme de rencontre que nous, on peut passer l'information avec sécurité. Chacun, il dit, ah, c'est le secret professionnel, et après, il n'y a plus de secret professionnel, parce qu'on est en train de parler de sécurité de nos enfants et de nous-mêmes. Et là, c'était une demande de M. De Villard. Jusqu'à maintenant, c'est réalisé ici, je pense, avec Garder le lien. Mais ailleurs, je n'ai pas encore entendu qu'il y a cette initiative. Alors ça, c'est par rapport à ce qu'on a vu dans le film. Merci. Merci à vous. Alors, je vais me tourner vers Madame Pereira parce qu'il y a une question qui revient assez souvent à Genève, finalement. C'est qu'on l'a vu, donc ce sont des Suisses en majorité qui partent. Certains sont convertis. Ils vivent dans un contexte genevois assez stable, finalement, une éducation accessible, un chômage qui est relativement bas par rapport à nos voisins, etc. Comment on explique qu'à un moment donné, dans le contexte genevois, psychiatriquement parlant, ce U-turn, ce point qui fait que ces gens-là trouvent une certaine rédemption, parce que c'est ce qui ressort des études, la plupart ont à faire face à un complot anti-musulman, ou du moins, ils vivent une certaine persécution. Comment on explique psychiatriquement ce U-turn-là dans ce contexte genevois? Je vais vous décevoir parce que je ne suis pas sûre que la psychiatrie puisse répondre à ça. La psychiatrie classique, telle qu'on peut la faire ici. D'ailleurs, ça me permet de préciser que l'ethnopsychiatrie ne va pas travailler au niveau individuel, ni même uniquement au niveau familial, mais va s'appuyer sur les appartenances groupales des individus. Donc, la psychiatrie, à la question probablement de l'extrémisme religieux, va répondre par la psychopathologie. Normalement, c'est ça. C'est-à-dire, on va mettre un diagnostic, donc un trouble mental qui peut être varié. Dans notre expérience à la consultation d'ethnopsychiatrie, donc spécifiquement dans la consultation victimes de dérives sectaires, on n'a pas de profil psychiatrique spécifique ni psychologique. Nous avons eu affaire à des familles, à des jeunes plutôt en mal d'appartenance. Alors, nous, on a vu que des jeunes, je ne vais pas dire migrants, parce que je pense qu'ils avaient tous la nationalité suisse, mais disons issus de la migration, si j'ose dire, ou dont les parents étaient migrants eux-mêmes, parfois des couples biculturels. Et notre expérience, c'est plutôt que ces jeunes étaient en mal d'appartenance, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'une rupture de la transmission des appartenances culturelles et religieuses qui s'étaient déjà produites, en tout cas dans la génération d'avant, et qui n'avaient pas été transmises ou qui avaient été mal transmises. Alors, de par la migration, qui peut être un événement traumatique en soi, de par des fois des problèmes familiaux. Et ces jeunes se retrouvaient à l'époque de la construction identitaire à l'adolescence avec des questions que la société laïque dans laquelle on vit à l'heure actuelle ne peut pas répondre. Donc ils avaient des très bonnes questions et ils sont allés probablement les poser à des mauvaises personnes parfois, mais c'était plutôt une quête, c'était un vrai questionnement parce qu'il y avait parfois des injustices au niveau du parcours scolaire, parfois aussi des problèmes de santé qui amenaient à un questionnement spécifique. Dans un moment dans lequel la famille n'a pas pu y répondre ou n'était plus suffisamment en lien avec ses propres appartenances culturelles et spirituelles. Et à ce moment-là, notre observation est plutôt que ces jeunes ont cherché une troisième voie, une deuxième voie, je ne sais pas très bien comment le dire, mais ont cherché une autre manière de répondre à ces questions. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question sur la psychiatrie, mais en tout cas, voilà un peu la position de l'ethnopsychiatrie. Et nous, quand on a suivi ces familles et ces jeunes, c'est dans une tentative de réhabiliter ces appartenances collectives et groupales, de les réaffilier à leur culture, et je vais mettre ça au pluriel, hein, culture d'origine, qu'elle soit familiale, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit spirituelle,
de manière à ce qu'ils puissent trouver une réponse à leurs questionnements, mais que soit construite, qu'ils ne soient pas des jeunes flottants, comme c'est ce que nous avons eu en tout cas dans notre consultation. Donc vous confirmez en fait que le point de départ, finalement, il n'y a pas un point commun entre tous ces profils que vous avez, un point commun, si vous voulez, religieux, un point de départ religieux, comme ce qu'on a tendance à entendre aujourd'hui dans les médias et en politique en l'occurrence, qu'il y aurait un point de départ religieux à ce potentiel de radicalisation. Alors en tout cas, parmi les patients que nous avons suivis, non, il n'y a pas de point de départ religieux. D'ailleurs, certains étaient musulmans de tradition, d'autres pas du tout. La question religieuse n'était d'ailleurs pas la principale en fait. C'était plutôt un questionnement autour de la vie, presque des questions métaphysiques auxquelles l'islam tel qu'il leur a été présenté est venu répondre. Ce n'était pas un fait religieux initial. On va continuer pour discuter justement de ces différentes initiatives. On a déjà pu identifier certaines lacunes, par exemple au niveau de Bienne, où vous nous disiez que vous étiez un petit peu seul dans votre environnement, qu'il n'y avait pas de réseau entre les différents acteurs qui interviennent sur la question. Par ailleurs, à Genève, on a vu qu'il y a peut-être une certaine avancée sur ce point, un exemple peut-être pour la Suisse. Et néanmoins, on se pose comme la question, quels sont encore les efforts qu'on peut produire et fournir sur cette question de la prévention de l'extrémisme violent? Parce qu'on a un système aussi un peu particulier en Suisse, on est cantonal, donc on n'a pas Bon, on a quand même un plan d'action national, mais l'action se fait essentiellement au niveau cantonal. Et du coup, on a différentes initiatives, différentes expériences, et c'est peut-être l'occasion justement d'échanger. Donc, pour revenir, on a également aussi des modèles internationaux qui existent. On pense au Danemark, à l'Allemagne, dans leur modèle des années 80, justement par rapport à l'extrémisme d'extrême droite, justement. On a également le modèle Prevent et d'autres systèmes en Angleterre, en Grande-Bretagne. Donc la question, pour résumer un peu ce que je viens de dire, c'est quels sont un peu les moyens manquants en matière de prévention? Qu'est-ce qu'on peut encore faire de mieux? Alors peut-être on va se concentrer sur les deux cantons qu'on connaît ici, le canton de Genève, le canton de Berne. Et voilà, je vais vous passer déjà la parole tout de suite. Merci. Peut-être une première étape en termes de formation, c'est-à-dire formation des acteurs de la vie civile. On lutte contre l'obscurantisme par la connaissance, donc un bout dans ce travail-là. Je ne me disais pas il y a 10 ans que je me retrouverais au sein de cette plateforme. Là maintenant, effectivement, ça a été l'occasion pour moi de rencontrer plusieurs univers, certains très déstabilisants, l'univers effectivement du djihadisme, hein, c'est les avancées, tout ce qui a pu se passer à l'étranger, les différents passages à l'acte, mais aussi tout un univers absolument fascinant autour de ces différentes obédiences, ces différents courants. Et je crois qu'aujourd'hui, une des clés, en tout cas pour nous, et c'est un des axes que la plateforme a activé, c'est la formation. Ça a commencé cette année avec la formation des enseignants, des acteurs du département de l'instruction publique, et pas uniquement une formation sur comment détecter. La question, elle n'est pas nécessairement là. La formation, c'est comment comprendre, comment intégrer, comment découvrir, renforcer la diversité, comment discuter un bout du fait religieux, ça a été dit. Et là, je pense qu'il y a une clé majeure, en l'occurrence. Et c'est un travail qui ne fait que commencer et qui ne s'arrêtera virtuellement jamais. C'est cyclique, on va intégrer ça, comme on a intégré d'autres thématiques dans les plans de formation, et qu'à un moment donné, ça n'est plus, en tout cas à mon sens, plus négociable. Ça doit être fait. Et ça a commencé. Ça a pris un certain temps. Tout prend un certain temps en Suisse. Donc. Oui, ce qu'il faut surtout, c'est continuer. On est au début d'un processus. Sébastien Gendre l'a relevé. Moi, j'aime bien faire le parallèle dans notre façon de fonctionner avec ce qu'on a mis en place dans l'interdisciplinaire par rapport aux problématiques des enfants abusés ou maltraités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les situations sont complexes, elles ont plein de facteurs, chacun a un petit bout de la réponse, et puis on voit comment on a pu se connaître. Et d'ailleurs, si la Brigade des mineurs fait partie de cette plateforme, c'est parce qu'on a l'habitude de ce travail, le réseau, de travailler de cette manière-là, et puis parce que on fait aussi dans ce domaine-là, et aussi dans le domaine de la maltraitance ou des abus sexuels, ou même de la délinquance juvénile, enfin de jeunes qui peuvent avoir commis des infractions, chaque fois une évaluation de quelle est la solution
la moins pire, celle qui va apporter quelque chose, ce qui va apporter une plus-value à la situation du jeune en question. Alors c'est clair que dans ce domaine des radicalisations, il parle de la radicalisation, vous aurez remarqué que notre plateforme s'adresse à toute forme de radicalisation, religieuse, politique, etc., idéologique, d'une manière générale. Et bien dans ce domaine-là, on n'a pas que des mineurs, bien sûr, mais on a cette approche. Et je pense qu'il faut cultiver cette approche. Ce qui manque encore, c'est le temps qui est devant nous, c'est-à-dire de faire connaître ce dispositif. Peut-être, c'est ce qui se passe ce soir, que vous repartiez avec en tête la certitude que ce n'est pas une plateforme de détection et de dénonciation de jeunes qui pourraient intéresser la police fédérale, le service de renseignement de la Confédération, mais que c'est vraiment une équipe qui a pour souci de se mettre autour de la table, d'apporter les connaissances et de trouver quelque chose qui apporte une plus-value. Et je crois que sur les situations qu'on traite, effectivement, on voit quantitativement qu'il y a très très peu de situations qui sont réellement inquiétantes et qui méritent une enquête. Il y a beaucoup de situations qui méritent un suivi d'un autre ordre. Alors la suite, c'est de développer la pluralité des partenaires auxquels on peut faire appel par rapport à tel type de problème. Et effectivement, après la formation des enseignants, c'est la formation d'autres intervenants, c'est l'information au public, et puis vraiment casser cette... si elle existe encore dans la population, cette méfiance de s'adresser à cette plateforme. Moi, j'étais en lien cet après-midi avec une éducatrice qui est dans une école, qui a reçu les dépliants de garder le lien. Puis elle me disait, c'est quand même toujours un petit peu difficile de donner le dépliant et puis de parler de ça avec des parents. Parce qu'on a un peu l'impression on ne sait pas trop comment aborder la chose. Et puis, en même temps, c'est des parents qui se plaignent de comportements violents de leur enfant. Et puis, elle me disait, j'avais envie de leur parler de ça, parce que peut-être que ça peut les concerner, peut-être qu'il y a quelque chose. Et puis, elle dit, malgré tout, c'est quand même assez difficile. On a l'impression de stigmatiser, etc. Alors que ce n'est pas le but, donc on doit poursuivre nos efforts pour ça. Peut-être avant de passer aux autres intervenants, une réaction d'Emmanuel Bressan par rapport justement, vu que vous avez un peu voyagé dans toute la Suisse et vu différents cantons, peut-être vous avez aussi une vision un peu extérieure au milieu, mais qui pourrait être intéressante à ce point de vue-là. Moi j'aurais voulu réagir par rapport à la plateforme, de garder le lien. Vous dites, la jeune femme dit c'est compliqué avec les parents, on se sent un petit peu maladroit, on ne veut pas stigmatiser. Mais en même temps, cette plateforme, c'est quand même un numéro de téléphone où on appelle pour dire, voilà, moi j'ai un doute, moi j'ai un problème, j'ai vu ça chez mon enfant, j'ai vu ça chez mon voisin. Il y a quand même une petite forme de dénonciation quand même sur cette plateforme. Non ? Alors tout dépend ce qu'on met dans le terme dénonciation. Je veux dire, si on se contente de... Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les appels sont anonymes. Donc les personnes peuvent s'adresser à la plateforme, au numéro, sans devoir donner leur nom. Bien sûr. Pardon. Ça s'affiche automatiquement sur les appareils. Non, pas du tout. Alors sachez qu'à Genève, ces appels n'arrivent pas à la police. Oui, mais même sur mon téléphone fixe, moi j'ai le nom de la personne, j'ai plus le numéro. Oui. Dans le dispositif, on s'est assuré... Et un vieux téléphone. On s'est assuré d'une chose, c'est que pendant une année, donc toute l'année 2017, la première année d'exploitation, les numéros arrivaient auprès des répondants de la main tendue, dont la logique et l'éthique interdisent d'avoir accès à ces numéros. Donc il n'y a pas de répertoration de ces numéros, aucune possibilité pour les répondants d'identifier le moindre numéro, donc les gens, quand ils appellent réellement, il y a un versant qui est anonyme. Ils ne sont pas obligés du tout de donner leur nom, c'est exactement le même principe du point de vue de l'Internet. Difficile pour les répondants d'utiliser des moyens techniques, enfin on n'est pas la NSA, donc on ne va pas suivre des adresses IP, ce genre de choses-là, c'est pas notre métier. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans la plupart des situations où les gens appelaient, notamment via le numéro de téléphone, c'est qu'ils n'avaient pas trop d'hésitation à donner leur identité pour être orientés. Et que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y avait peu de situations qui étaient de dire « mon voisin pratique ça » ou « mon voisin est devenu barbu »
On a eu beaucoup de situations autour de préoccupations sur des comportements essentiellement, sur des préoccupations sur j'aimerais comprendre ce qui est en train de se passer et non pas je veux signaler. Il y a eu aussi, hein, bien sûr, on ne va pas le cacher, mais en termes de proportion, c'est moins que 7% du total d'appels qui étaient dans ce champ-là. Donc oui, bien sûr qu'il y a des gens qui ont essayé de signaler, bien sûr qu'on a aussi eu toutes sortes d'appels farfelus, pour utiliser le terme qui a été utilisé tout à l'heure. Voilà, des gens qui nous signalaient des complots du nouvel ordre mondial, enfin toutes sortes d'éléments comme ça qui sont arrivés, parmi lesquels il a fallu aussi trier. Mais non, là en l'occurrence, la confidentialité a été et est toujours garantie sur le numéro de téléphone. Et votre remarque d'ailleurs, elle illustre le propos que j'avais avant, c'est que notre travail maintenant, c'est justement de faire comprendre à la population, aux personnes qui hésiteraient, que non, c'est pas justement quelque chose de dénonciation, c'est pas un truc pour dénoncer, c'est vraiment parce que les personnes ont des questionnements et peuvent, par l'intermédiaire de la plateforme, accéder à des personnes qui vont pouvoir les éclairer par rapport à leurs questionnements sur tel ou tel comportement de leur enfant, de leur conjoint, etc. Écoutez, moi je ne pourrais pas répondre par rapport aux besoins de terrain, mais en tout cas, si je peux signaler quelque chose en termes de besoins de formation des gens dans le domaine de la santé mentale, il y en aurait sans aucun doute beaucoup. Parce que, voilà, je me suis présentée tout à l'heure comme psychologue. Moi, dans mes études de psychologie, je travaille également à l'hôpital la plupart de mon temps. Je ne serais pas formée pour suivre d'une manière adéquate la plupart de ces familles et de ces jeunes, sans psychiatriser des choses que justement ne doivent pas être psychiatrisées et sont de l'ordre des ruptures d'appartenance ou qui sont de l'ordre du collectif. La psychiatrie a tendance à faire quelque chose de l'ordre de l'individuel et là on est dans des problématiques qui sont beaucoup plus de l'ordre du collectif, dans lesquelles il faut tenir compte du rôle du sacré. Et nous on ne fait pas grand chose avec le sacré. Donc je pense qu'au niveau de la formation, il y aurait besoin en termes de formation de professionnels de la santé. Et puis juste pour vous signaler, donc l'association genevoise pour l'hypnopsychiatrie, nous sommes un groupe de cothérapeutes tous bénévoles, sans aucun paiement, et ça depuis de nombreuses années. Et c'est vrai que je ne sais pas, quand on me demande si vous ne pouvez pas suivre une situation, où est-ce que vous pourriez adresser la situation, je suis toujours embêtée. À Genève, je ne vois pas ailleurs où est-ce qu'on pourrait adresser d'autres situations. Il y a une consultation spécialisée à l'hôpital cantonal pour les victimes, auteurs, victimes et témoins de violences, mais ça reste des suivis qui sont plutôt de l'ordre individuel et familiaux, mais ça serait quand même une possibilité. Mais c'est vrai que voilà, il y aurait aussi besoin peut-être de proposer des espaces. Alors c'est de la clinique, c'est peut-être de la clinique préventive parfois, mais des espaces dans lesquels on peut penser en tenant compte d'un niveau individuel, intrapsychique, familial et collectif. Voilà, ça c'est ce que nous pouvons proposer, mais une fois de plus, nous sommes un petit groupe, on a une capacité très limitée de suivre des gens et nous sommes tous bénévoles. Voilà. Peut-être une dernière réaction rapide de Madame Salou, quand même. Rapide, non. Ce que j'aimerais... Voilà. Premièrement, ce que nous, on a remarqué... on est tous des professionnels, on est des assistants sociaux, on est des gens qui ont travaillé dans la migration et on est issus aussi de la migration. L'approche que nous, on a l'approche intraculturelle, ce que ça veut dire que je peux aller manger le couscous avec une amie et après il va me raconter toute l'histoire de son enfant et on va faire les solutions sur la table, il y aura un suivi. Non, on ne compte pas les heures. Un assistant social, il a 70%, il va faire les 70%. Non, on ne rentre pas en matière. Là pour nous, c'est un suivi. La personne elle a besoin d'aide peut-être financière, de l'écoute, de la psychologie, de réconciliation familiale. Et alors, on va aller dans l'acte ou dans l'action, dans tout ça ensemble, par une approche parfois spirituelle, parce que parfois les gens, ils aimeraient qu'on ouvre cette porte-là, même s'ils ont été un petit peu révoltés contre la religion, mais elle aime écouter... pas le moral, mais la spiritualité. On éveille la spiritualité. On a un cas qu'on a suivi, une maman alcoolique, des années avec des problèmes avec son assistant social qui suit les enfants avec plein de problèmes. Et quand on a fait notre approche à nous, je pense que ça s'est arrangé pendant 2 mois.
Et son assistance de la protection en jeunesse et enfants était dans le choc surprise, si on peut dire comme ça. Qu'est-ce qui s'est arrivé avec cet homme? Et simplement, c'était l'approche intraculturelle qu'on a fait créer la confiance de cette personne dans l'institution qui existe. Cette institution, elle n'est pas là contre vous pour prendre vos enfants, elle est là pour aider vos enfants. Vous devez aller, vous êtes un citoyen, demander de l'aide professionnelle, parce que non, on peut faire ce suivi, on peut pousser la personne jusqu'à la porte, mais après le suivi des jeunes réellement, on n'a pas les moyens pour le renvoyer ou le placer dans des centres. Ce qu'on a fait avec ce jeune-là, on a convaincu la maman qu'il doit être placé parce qu'elle ne peut plus suivre le cas de ce garçon-là et qu'il prend soin d'elle. Parce que s'il reste comme ça, le garçon pour lui, c'était le critique. Une maman musulmane ne doit pas être comme ça. Parce que ses amis voilà, l'attaquent dans la rue. Alors qu'est-ce qu'il a fait pour se montrer? Dans l'école, il va dire Allahu Akbar, il va frapper sur la table, il va dire je vais frapper les juifs. Une chose que j'aimerais dire aussi, il faut faire attention avec les formations avec les profs. Maintenant, avec toutes ces problématiques qu'on parle aux médias que de ça, alors maintenant, chaque cas social, malheureusement, on va lui donner l'étiquette de radicalisation. On ne va plus le voir comme un cas social comme ça existait une année en arrière. Et ça fait que là maintenant, ça m'est arrivé plusieurs fois quand j'interviens auprès d'une école et c'est moi qui frappe la porte, c'est pas l'école qui me téléphone. Dès que je dis on fait quoi? Ah non, on a aussi soupçonné qu'il peut être radical. Mais non, monsieur, moi je suis en train de dire on va faire la prévention avant qu'on arrive ça. Alors vraiment, j'ose dire, on est au commencement. Et notre théorie, ce qu'on va faire, et on a contacté monsieur, par exemple, Vincent Joris, qui travaille comme psychologue à l'armée suisse, qui a mis sur place un dispositif pour nous, spécifiquement, pour travailler directement avec les jeunes, parce que nous, on avait un manque. Comment on va travailler avec ces jeunes? On a cette approche. Une chose que j'aimerais souligner, avoir la bonne volonté dans cette thématique-là, ça ne se fait pas. On a invité quelques médiateurs qui avaient des bonnes volontés bien engagées, mais le manque d'expérience de terrain au niveau de professionnalisme a fait qu'ils se sont retirés en arrière parce qu'ils ne peuvent pas suivre. C'est trop. Et notre approche aussi que nous, on travaille, peut-être le garder le lien, ils ne vont pas le faire. Nous, on a vraiment fait le focus sur les activités. Alors, on a créé une association des jeunes. L'association des jeunes doit s'engager dans la ville parce qu'on a trouvé que l'engagement, dès qu'on ouvre les portes des institutions de plus en plus pour les jeunes, il y a une marque de confiance qui va s'installer. On a créé, par exemple, pour 18 avril ce mois-là, une exposition des photos des jeunes et que ça n'existe pas avant. Il n'y avait pas une association des jeunes musulmans en Abienne, par exemple. Alors, nous, on pousse vers cet engagement, parlement des jeunes, politique, et pour cela, on va presque tirer les politiciens vers nous, parce que ça manque aussi, qu'ils ouvrent, par exemple, les socialistes, ils ont fait, les Verts pas encore. Ouais, vous devez corriger ça. De faire des plateformes pour les jeunes, pour les attirer. L'engagement politique, l'engagement social va faire que ces jeunes, ils vont enfin dire, enfin la Suisse ne nous rejette pas. Et vraiment, ce que moi je fais, ça c'est moi spécialement, je prends 4-5 jeunes, on peut dire qu'ils ont une vision claire du monde ou qu'ils savent qu'il y a des gens qui vont les critiquer, et je mets 1 ou 2, soi-disant à risque, pour qu'ils aient une influence autre dans les projets. Et c'est celui-là, on essaie de le faire comme guide pour qu'il doit se poser en question, mais pourquoi eux ils avancent, pourquoi pas j'avance pas. C'est une approche de terrain que j'ai rentré et ça m'a donné des résultats et j'encourage. Autre chose, c'est la dernière chose, je vous jure, mon Dieu. On a touché les parents. On est allé chez les groupes des mamans qui sont des victimes de violence parce qu'ils portent le foulard, parce qu'ils ne travaillent pas, toutes les problématiques qui concernent la femme. Et on a dit, qu'est-ce qu'on va faire? On a créé un forum théâtre, on fait de théâtre. Même moi, je fais de théâtre, je n'ai jamais pensé de le faire. Je fais de théâtre pour montrer à nos enfants et à notre engagement, nos violences contre ce qui se passe. Et ça a choqué la société, pour dire franchement, parce qu'ils n'ont pas l'habitude que c'est
C'est nous qu'on se lance vers... même pour le dialogue interreligion de les églises, c'est toujours l'église qui nous invite. C'est pas nous qu'on invite les églises. Et là, je vais changer. Non, moi, je vais faire quelque chose. S'il te plaît, tu viens avec moi et tu me soutiens aussi. Parce qu'on a une interdiction de demander l'argent aux mosquées. Interdiction éthique. Parce que si cette mosquée s'avère demain qu'il y a un problème, ils vont dire « Ah, il vous soutient ». Alors nous, on demande qu'aux églises et à la ville et au canton. C'est les églises qui donnent. Et les églises catholiques, mais on dit « Pourquoi on veut donc vous les musulmans ?» Je dis « Si vous voulez la paix dans votre ville, vous devez nous donner, sinon on va rester comme ça. » Peut-être juste une réaction par rapport au verre, puisqu'on a peut-être un droit de parole. Ça provoqué. Voilà. Non, mais c'est de dire, c'est bien, c'est le débat aussi. Non, simplement de dire qu'en termes de représentativité, les Verts actuellement sont le seul parti de Suisse qui impose la parité sur les listes électorales, sur les listes. Et puis en plus de ça, à Genève, on a la chance d'être le seul parti à avoir une candidate voilée au Grand Conseil. Donc c'est une fierté, il faut aussi le rappeler ici, je pense, ici à Genève, absolument. C'est Genève. Voilà, on le pousse pour le reste du pays, mais si je peux me permettre de rebondir là-dessus. Peut-être une dernière question avant de passer la parole au public. Sur ce cheminement un peu atypique qui nous est souvent vendu par les médias et par les politiques par rapport aux prisons et aux mosquées. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a eu ce cheminement atypique où vous avez des mosquées avec des imams souvent venus de l'étranger, pas toujours francophones, qui auraient un discours radical, qui aurait tendance à ouvrir justement une porte et qui pousserait à la radicalisation, et de même dans les prisons. Voilà, est-ce que ce cheminement, il est aujourd'hui, il est représentatif de la situation actuelle, ou est-ce que c'est pas plus complexe aujourd'hui en Suisse? Mais, dites-moi si je me trompe, mais on ne se radicalise pas à la mosquée. De ce que nous on a pu voir, on se radicalise souvent seul chez soi sur internet, ça c'est une évidence, c'est 90% des cas des jeunes qui se radicalisent, ça se passe comme ça. Après, ces jeunes ils vont à la mosquée, il y a des prédicateurs qui tournent, c'est pas l'imam du coin de bien, quoique, mais bon, ça arrive, mais dans la plupart des cas c'est des prédicateurs qui tournent de mosquée en mosquée et qui vont prêcher la mauvaise parole, la radicalisation. Mais dis-moi si je me trompe, je ne sais pas si vous pouvez répondre, mais en tout cas, c'est rare qu'un jeune ait la foi, se dise, bon ben voilà, maintenant je vais aller écouter la bonne parole de tel ou tel imam pour ensuite partir en Syrie. C'est un réseau, il les repère, disons, mais la plupart du temps, en tout cas nous, ce qu'on a pu constater, c'est que ça ne se passe pas à la mosquée, ça se passe en dehors de la mosquée. Une autre réaction du panel, peut-être? Par rapport à la prison, notamment? Non, je pense que ce qui a été dit est exact, vous êtes bien documenté. Par rapport à la prison, c'est clair que c'est un... Enfin, je sais pas, j'ai jamais été en prison, je ne sais pas si parmi vous il y en a qui ont été. Je pense que ça doit être quand même assez déstabilisant. Je pense qu'on doit chercher des repères un peu partout. Et puis, je pense qu'effectivement, ça peut constituer un terreau favorable pour se donner une direction. Et je pense que suivant comment, suivant qui influence, suivant comment les personnes s'y prennent, je peux tout à fait comprendre qu'une personne qui soit détenue plonge dans ce genre de travers et puis puisse penser que c'est une voie qui puisse être suivie. Donc voilà pourquoi on parle des prisons, parce que c'est un... Je veux dire, ils n'ont pas tellement la possibilité de faire tout ce qu'on peut faire. Je veux dire, oui, il y a des promenades, il y a des trucs, etc. Mais il y a de loin pas toutes les possibilités qu'on peut avoir quand on est en liberté. Donc oui, forcément, ça crée un terreau favorable. Et puis si les gens sont en prison, il y en a, c'est parce qu'ils ont peu de repères déjà à la base. Donc voilà, je pense que c'est pour cette raison, tout simplement. Après, bien sûr, toutes les personnes qui passent en prison ne ressortent pas radicalisés. Donc voilà, encore une fois, il faut garder la mesure, savoir que ça existe, se donner des clés de compréhension et puis des pistes quand ça arrive. On peut peut-être finir rapidement pour le panel. On peut peut-être revenir un peu sur ce que vous avez dit justement par rapport au discours et la didactique qu'on peut avoir
quand on parle du religieux, on a dit par rapport à des populations musulmanes, mais c'est aussi intéressant par rapport à la population non musulmane sur les clichés, les préjugés, et parfois jusqu'à aller à une sorte d'islamophobie. Il y a aussi quelque chose qui se passe en miroir à ce niveau-là. On ne sait jamais uniquement dans un sens, mais c'est parfois dans les deux. Et donc je voulais savoir un peu, peut-être de point de vue de votre expérience, Madame Serrou, comment vous essayez aussi de... Alors vous avez déjà mentionné que vous adressez justement aux églises, aux politiciens, mais comment vous essayez d'utiliser aussi l'approche religieuse d'une certaine manière pour déconstruire cette appréhension, ce rejet qu'on peut avoir parfois? Alors, dernièrement, j'avais un jeune, j'aimerais dire exactement son cas. La maman d'origine maghreb arabe, le papa un Suisse qui n'aime pas les musulmans. Ils sont mariés depuis 20 ans. Elle se dit musulmane, mais pas pratiquante du tout, ou maintenant commence de pratiquer, parce que la pratique parfois commence chez les gens à 50 ans, 45. C'est là qu'on va commencer de chercher notre propre identité, parce qu'on est fatigué d'aller danser la nuit peut-être, ou quelque chose comme ça. Alors, ce qui fait que pour ce jeune, elle a 2 prénoms. Un prénom, je vais dire David, et un autre prénom, Mohamed. Et elle sort chaque fois la casquette qui lui convient. Alors, ce que je comprends avec ce jeune-là, il y a un problème de la religion. Quand il va au Maroc, ou Alger, ou Tunisie, pour ne pas définir le pays, il va écouter les tantes, les tatas qui disent la femme doit être comme ça, le monsieur doit être comme ça. Alors il vient vers moi et me dit, bon, ta fille porte des grands talons. Oui, alors, ben, c'est un problème. Une femme correcte ne porte pas de talons. D'où ça vient? Ah, pour lui, c'est la religion. Comment je vais expliquer que les talons n'ont rien à voir avec la religion? C'est vraiment des cas comme ça qu'on va prendre à la main et essayer de chaque fois donner une plante ou une information qui va aussi perturber leur vision des femmes ou de les critiquer directement, de dire mais toi tu fais même pas ta prière et tu viens maintenant donner des cours à des jeunes filles. C'est sert les jeunes filles, certes que tu as toutes les cours parce qu'on doit appliquer la religion sert les femmes à 100%. Ça m'est arrivé avec aussi le cas de l'excision des femmes. Il y avait un vieux monsieur qui vient me dire mais pourquoi vous parlez de l'excision des femmes? C'est quand vous voulez faire nos draps sales partout, c'est comme ça. Bah, j'ai dit, bah, l'excision c'est pour toi, c'est quoi? Il m'a dit, c'est sunna. Sunna, c'est pas obligatoire, mais c'est une méthode. Ok, c'est sunna, mais aussi faire la prière de la nuit, c'est sunna. Est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu te réveilles la nuit, tu laisses ta femme, ta place, pour aller faire la prière, pour faire sunna? Non. Alors le sunna, ça s'applique simplement sur les femmes. Et c'est d'aller avec ces discussions, avec une connaissance. Moi, je suis juriste, et parmi mes études, parce que j'étais spécialiste pour le divorce, la relation entre femmes et hommes, ce qu'on appelle le droit privé. Alors ça, j'ai étudié, je ne sors pas avec une information comme ça, et je donne le texte. Ce qui fait, ça ne va pas changer tout de suite, mais ça va prendre le temps. Une fois une convertie, ça m'a touchée. Elle est en transition sexuelle. C'était un homme qui veut devenir une femme. Et tout à coup, il me dit... Tu sais, le discours de Bardadi est génial. Je vais partir peut-être les aider. Ok, d'accord. Mais je veux être halal. Parce que tu n'es pas halal. Pour nous, halal, vous connaissez, c'est pour la viande. Est-ce que c'est une viande halal, oui ou non? Alors pour elle doit être halal, elle doit faire son opération de changement. Et j'ai dit, mais si tu pars là-bas, on va te faire des rondelles avec toi parce que tu es un homme, femme, faites attention. Et elle m'a dit, moi, toutes les gens qui sont autour de moi, ils me parlent que je dois être halal. Mais halal, bah, il y a une question. Est-ce que tu as le droit de te transformer comme ça et tout? Et toutes ces discussions, ça a donné. Cette femme, homme n'est pas partie. Et je ne sais pas si elle a fait son opération, ça ne m'intéresse pas de suivre trop. Mais pour dire simplement, c'est lancer ces discussions, ça. Et de mettre ça en public, parce que aussi ça provoque, si on invite des jeunes ou des hommes, des femmes musulmanes dans des rencontres comme ça, et qu'ils écoutent notre voix, et que ça se met en réflexion publique, ça provoque le changement. On a des preuves du changement, voilà.
On va peut-être quand même Ouais. ouvrir les questions pour le public. On va ouvrir les questions pour le public, ouais. Monsieur, voilà. Juste présentez-vous brièvement vu qu'on enregistre la discussion. Oui, bonsoir. Baptiste Brodard, je suis doctorant actuellement en théologie musulmane et je collabore avec Tassamou également. C'est pas vraiment une question, c'est juste une réaction par rapport à la prison en fait, parce que j'ai travaillé quelques années en prison comme intervenant social et étant moi-même musulman, j'ai eu la confiance des personnes détenues qui me racontaient un peu leur expérience et je voulais attirer l'attention du public sur 2-3 points rapidement qui me semblent importants qu'on n'a pas pu discuter. Tout d'abord, la première fois, c'était en 2012. Personne parlait de radicalisation en prison, donc c'était pas un thème intéressant. Et pourtant, c'était la même composante de détenus qu'aujourd'hui en termes d'origine, de religion et de pratique. Donc il y avait beaucoup de personnes qui pratiquaient l'islam, mais la radicalisation n'était pas adressée comme un problème. Et après quelques années, avec l'actualité en Syrie, Irak et les attentats en Europe, on a commencé à le prendre comme un problème sérieux. Et pour moi, ça a occasionné aussi dans le traitement carcéral de services sociaux et services pénitentiaires différents problèmes. Tout d'abord, on a commencé à considérer la radicalisation comme un problème et soupçonner des personnes qui n'avaient pas lieu d'être soupçonnées. Donc, certains m'ont dit, par exemple une personne d'origine algérienne, qu'un psychiatre, psychologue vient lui parler, lui dire qu'est-ce que tu as pensé des attentats, mais est-ce que tu es pour? Et pour la personne, c'était d'autant plus choquant qu'il était frère d'une fille qui a été assassinée dans la guerre civile d'Algérie par des terroristes justement. Et c'est un exemple particulier qui s'est répété des dizaines de fois par rapport à mes observations. Donc une suspicion de radicalisation et parallèlement on a aussi eu des comportements qui montrent une radicalisation de personnes en prison, mais qui à mon avis ont plus l'air de provocation et de rébellion par rapport au système, d'où un usage intéressé de détenus qui, plus on en parle, plus vont de la surenchère. Et je pense que ce traitement de certains services pénitentiaires aggrave la situation au lieu de la régler, parce qu'en mettant la suspicion sur les musulmans en général, on aggrave un peu leur perception et on encourage aussi les gens qui ont des discours radicaux et qui essayent d'attirer certains détenus dans leur situation. Un dernier point très rapidement, c'est que dans un contexte différent aux États-Unis, avant de parler de radicalisation, on a longtemps traité l'islam comme une ressource pour la résistance. Donc il y avait une pratique islamique très ouverte en prison et appréciée, en montrant notamment dans les médias, même sur CNN, le rôle positif de certaines approches de l'islam pour les détenus qui s'y intéresseraient. Et ensuite, c'est la radicalisation qui s'est imposée comme une thématique. Mais c'est juste pour élargir le débat et pas seulement le fermer sur le problème du terrorisme quand on parle de prison et de musulmans. Merci. Quelqu'un d'autre? Vas-y, comment? Honneur aux dames. Honneur aux dames. Bonsoir, désolée pour mon intrusion tout à l'heure, mais je trouve que c'était important de faire savoir qu'aujourd'hui on est difficilement anonymisable, ou enfin bref, anonyme. Juste un commentaire court par rapport à quelque chose qui a été précisé, et puis une question. Mon commentaire court, c'est plateforme. Alors, de là où des radicalisations, vous avez dit, monsieur, je suis désolée, j'ai oublié le nom, monsieur le policier. Comme quoi je suis un petit peu anonyme quand même. Ça fait plaisir. J'ai une très mauvaise mémoire. En fait, vous dites qu'il y a du travail à faire pour faire connaître le fait que ce n'est pas seulement par rapport aux djihadistes, etc. Et je pense que ce serait vraiment très très important de faire savoir que cette plateforme est aussi pour, par exemple, la montée, les extrémistes de droite, la montée de la xénophobie en Suisse. Et ça, moi, franchement, ce soir, j'apprends presque que cette plateforme n'est pas que pour une chose. Donc voilà, ça j'ai cru que j'allais être plus court, je ne l'ai pas été. Alors ma question c'est à Madame, désolée j'ai retenu son nom, Madame Pereira. Si j'ai bien compris, vous avez dit qu'il n'y a pas d'espace pour finalement écouter, d'espace approprié, professionnel
et quand je dis professionnels, payés, pour écouter ces jeunes. Est-ce que j'ai bien entendu? Vous avez parlé qu'il y a une consultation par rapport aux violences. Est-ce qu'on ne peut pas se dire aussi que la consultation par rapport aux dépendances pourrait répondre à ce genre de choses, ou par exemple le travail que vous faites bénévolement, est-ce que, puisqu'il y a des politiques ici, je pose la question, faudrait-il une motion pour demander que vos services, s'ils répondent à ce besoin, puissent être mis sur pied, payés, défrayés, etc. Je ne sais pas si je suis claire. Alors, tout à fait, ça serait très intéressant si on pouvait être payé par une émotion ou autre chose, mais c'est probablement de la musique d'avenir. Avant de vous répondre, je suis curieuse de savoir pourquoi vous avez pensé aux dépendances. Parce que vous évoquez la consultation dépendance, j'imagine, enfin il y en a multiples à Genève, mais pourquoi? Pourquoi je pense aux dépendances? Parce que pour moi, ça a été évoqué, cette radicalisation se fait souvent dans une construction de l'identité avec de la part de personnes qui sont vulnérables, et cette vulnérabilité, il fut un temps, ça allait vers les drogues, ça allait vers un peu ce qui est, si j'ose dire, sur la place du marché. Et donc sur la place du marché aujourd'hui apparaît la guerre sainte. Dans les années 70, c'était plus la drogue. C'est pour ça que pour moi, je vois cette attirance vers la religion, le combat, etc. Enfin, la manière dont c'est présenté comme une dépendance. Peut-être je me trompe complètement, corrigez-moi éventuellement. Alors, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que parfois, ce type de comportement ou de radicalisation peut aussi être associé à quelque chose lors d'une dépendance à une drogue quelconque. Mais une association n'également pas à quelque chose de systématique. Je vous explique pourquoi je pense qu'il n'y a pas assez de lieu pour penser ces questions-là. Parce qu'il faut pouvoir, c'est des questions extrêmement complexes, ça a déjà été cité ce soir à plusieurs reprises, dont il faudrait pouvoir tenir compte de différents niveaux. Effectivement, peut-être d'une problématique individuelle, peut-être une dépendance relationnelle, peut-être une psychopathologie, tenir compte des dimensions familiales, des liens familiaux, des ruptures dans les transmissions familiales quand il y a la migration, ou parfois quand il n'y a pas de migration mais qu'il y a rupture quand même, et puis de toutes les sphères collectives, des pensées des groupes culturels, des pensées collectives, des groupes religieux, et ça, il y a peu d'espace qui offre cette possibilité de penser une problématique avec ces différents regards, au sein d'une même, si j'ose dire, d'une même consultation, sans qu'il y ait des clivages, sans qu'il y ait des séparations, sans que chaque professionnel détienne un bout de la réponse complète, mais ne le partage pas avec les autres. Et c'est vrai qu'en ça, je pense que la consultation d'ethnopsychiatrie est tout à fait exemplaire, parce que nous, on se retrouve un groupe de cothérapeutes, d'appartenances culturelles et religieuses qui sont différentes, d'appartenances professionnelles également différentes, avec une pratique autour de, disons, des sortes de sectes, donc avec une pratique quand même de 10 ans à travailler sur les questions d'emprise, parce que là on a beaucoup discuté aujourd'hui des jeunes à risque de radicalisation, mais la question du suivi pour ceux qui seraient éventuellement revenus se poserait aussi en termes de l'emprise, du fonctionnement du groupe sectaire qui reste dans la tête, des injonctions qui ont été faites, du discours lié et qui va rester comme des fragments d'altérité à l'intérieur de la tête de ces gens. Donc il faudrait un espace où il y a une place pour chacune de ces dimensions. Et ça, c'est très compliqué, et la psychiatrie elle-même ne favorise pas tellement ça. Et c'est vrai qu'à la consultation des psychiatres, que nous sommes plusieurs, il y a toujours les patients ou les situations cliniques, parce qu'on n'aime pas les appeler des patients dans cette consultation-là, sont adressés ou amenés par des intervenants externes, parfois du réseau familial, parfois du réseau social, médical, scolaire. Donc il y a à la fois la famille, il y a le jeune, il y a l'intervenant du réseau qui est présent, et il y a également des personnes qui sont aptes à parler du monde musulman, ce qui n'est par exemple pas mon cas. Donc c'est-à-dire qu'on va faire coexister ces différentes réalités-là. Et je crois que ça, c'est un espace privilégié parce que ça pourrait aussi donner, comment dire ça, les questions, en tout cas des jeunes que nous avons suivis, les questions étaient légitimes. Et il faut pouvoir dire qu'elles sont légitimes. Les questions. Je ne dis pas de la manière, les réponses qu'ils ont pu trouver. Donc voilà, c'est aussi une manière de ne pas psychiatriser des situations que parfois ne l'exigent pas. Je ne dis pas que parfois il n'y en a pas, on a eu une situation
par exemple, qui s'est finalement soldé par une hospitalisation à l'habilité avec un diagnostic psychiatrique extrêmement lourd, mais c'est de loin pas toutes les situations comme ça. Je ne sais pas si je réponds partiellement à votre question. Oui, bonsoir, mon nom est Pierre Eckert. Omar a mentionné en fait la diversité de la liste des vers où on peut afficher des signes religieux. Il y a peut-être aussi dans les vers un certain nombre de personnes qui en ont marre qu'on parle de religion, que les religions ont fait suffisamment de dégâts dans l'histoire. Voilà, donc ça m'amène à parler de la laïcité. Vous savez aussi qu'il y a une discussion aujourd'hui au Parlement genevois sur la laïcité. Et je voulais vous poser la question, je ne sais pas qui peut répondre. Qu'est-ce que vous pensez par rapport au risque de radicalisation, ce qu'il faut faire avec la laïcité? Est-ce qu'il faut confiner en fait le fait religieux purement dans l'espace privé, éventuellement dans les églises, ou est-ce qu'on peut laisser déborder dans l'espace public, que ce soit dans la rue, que ce soit sur les radios et télévisions publiques, que ce soit dans les écoles, un certain nombre de signes religieux qui peuvent faire, je veux dire, c'est vrai que si on garde en fait la religion purement dans l'espace privé, ça va créer ce que vous aviez dit, une certaine frustration peut-être, hein, parce qu'on ne peut pas exprimer en fait la religion qu'on a envie de mettre en avant. Et voilà, donc je me posais un peu la question, par rapport au risque de radicalisation, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Est-ce qu'il vaut laisser déborder un peu la religion dans l'espace public ou pas? Qui veut répondre? Je peux répondre. Moi, personnellement, peut-être surprise pour vous, monsieur, je peux dire, moi, je crois à l'état de laïcité. Et la question de laïcité, ça ne veut pas dire qu'on va me dire enlevez ton foulard pour marcher dans la rue. Parce que laissez-moi mon foulard et je suis citoyen, je serai magnifique, je vais m'engager. Je ne veux pas que la question de religion sera toujours sur la table comme c'est le débat public. Moi, je suis maman. Ça m'intéresse premièrement de trouver un bon travail, ça m'intéresse que ma fille et mon fils suivent des bonnes formations, qu'il y a une sécurité que ma fille prenne le train le soir en rentrant d'un film, débat, je ne sais pas, Genève peut-être, et que la question de la religion ne se met pas toujours en avance dans les écoles. Moi personnellement, je me souviens une fois, je suis médiatrice culturelle aussi, j'étais invitée pour faire une traduction pour une famille syrienne qui vient d'arriver. Je rentre, j'ai trouvé 15 personnes autour de la table. Alors, directement, je dis, oh là là, qu'est-ce qu'elle a fait, cette jeune fille de 13 ans, pour avoir tout ça? Ça veut dire que c'est un problème. Alors, le directeur, c'est assez, protection, je laissé enfant, machin, ok, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Bon, madame, tu viens d'arriver en Suisse. En Suisse, le sport et surtout la natation, c'est obligé. Ta fille doit aller participer à la natation et il peut porter le burkini. C'est lui qui a parlé comme ça. Alors la dame, il a dit, oui, où je peux acheter ça parce que moi, je ne connais pas tellement les magasins ici. Bon, c'est tout, oui. Tu es d'accord que ta fille suive la natation? Oui, c'est ok. Bon, il y avait 15 personnes autour de la table. On m'a payé mon heure de traduction, heureusement. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Alors, tellement les préjugés qui sont avant nous. Après, j'ai suivi l'histoire parce que c'était très intéressant. Et c'était le moniteur de la piscine qui n'a pas accepté que la jeune fille va nager avec le burkini. Alors, le directeur ne croit pas ses yeux. Et c'était devenu un problème entre le directeur et la piscine et la fille. Et je suis là avec mon burkini, qu'est-ce que je veux faire? Alors c'est cette question de mettre toujours la religion, surtout la religion musulmane, et surtout dans les médias d'une façon qui commence à trop déranger. Parlez-moi autant que citoyen, je laisse ma religion chez moi, elle est dedans, je fais ma prière. On a fait la prière aujourd'hui, est-ce que quelqu'un a vu qu'on a fait de la prière? Il y a des musulmans dans la salle, c'est quelque chose qui me concerne. Et c'est pour cela que je dis que oui pour l'État laïque, mais un État laïque qui donne l'égalité de chance à tous ses participants. Moi, je peux faire la prière dans l'église et tous les musulmans, j'ose dire, à part cette partie qui ne croit pas à l'autre, vont faire, je pense, leur prière dans une église, ça ne nous dérange pas. Mais qu'il y a une égalité de chance des citoyens dans leur croyance, dans leur vision de monde. Voilà, merci.
On avait Mais deux est-ce questions que- pour le coup. Est-ce que je peux juste peut-être répondre, mais une fois de plus, c'est une position d'une clinicienne. Hein. Je crois qu'il y a un danger hein, quand l'État ne s'occupe pas des questions du sacré. Je vais dire ça plutôt comme ça, de manière très générique. Parce que, y compris dans l'exemple que vous avez donné tout à l'heure de ce jeune biculturel, d'un couple mixte, etc., le risque, c'est celui du clivage. C'est-à-dire comment fonctionner à l'intérieur de la maison et séparément à l'extérieur. Quand ces deux mondes ne peuvent pas communiquer, ne peuvent pas collaborer, ne peuvent pas se respecter mutuellement, bah, ça amène des jeunes, en particulier biculturels, en phase de construction identitaire à l'adolescence, dans un fonctionnement qui est complètement impossible. Ils ne peuvent pas se construire une identité harmonieuse, qui sont à la fois, j'ai envie de dire, et suisse, et alors je vais vous parler de moi je suis portugaise, hein, voilà, ça a pris beaucoup de temps à ce que je puisse me construire dans une identité culturelle qui soit suffisamment harmonieuse, à la fois portugaise et à la fois suisse. Et on ne vient pas de si loin que ça, alors si la différence culturelle est beaucoup plus grande, ça devient plus compliqué. Donc je crois que c'est extrêmement important de pouvoir, que ces espaces-là ne soient pas imperméables. Et quand dans un État laïque, ne veut pas entendre parler des questions du religieux ou du sacré, ça laisse en tout cas les jeunes, quand il y a des familles qui n'ont pas pu transmettre ce qu'il fallait transmettre, vraiment désœuvrés et très seuls face à des questions essentielles, parfois pour eux de vie ou de mort. Voilà. Ça répond en tout cas à une réponse d'une clinicienne. Hein. Merci. Merci infiniment, Katharina. Ingo Hoffmann des Verges Me Voix et du groupe de travail migration. Je réagis à ce que tu viens de dire, Pierre. Vas-y, ouais. Ça déborde. Et le titre, c'était laïcité. On veut quelle laïcité? On veut quelle société aussi? Quel rôle pour le sacré, comme vous venez de le dire, Katharina? Quel rôle pour la possibilité de ceux qui arrivent d'ailleurs de se construire sur plusieurs générations, probablement, leur vraie identité qui est multiple. Et si on essaye de complètement garder la société clean, pas de place, hein, ni pour un foulard, ni pour une catho à Genève qui voudrait faire une protestation, non, tout ça dehors, laïcité. Je crois que c'est pas très courageux comme idée d'une laïcité. Si notre laïcité, ce serait vraiment d'accueillir et de donner une possibilité à la fois individuelle, mais surtout collective, de se construire et de vivre ce dont on a besoin pour garder et trouver son identité, je crois qu'on irait plus loin qu'avec ça déborde, il faut que ça reste en dehors, on ne veut pas le voir. Mais c'est là, ça nous construit. Et dans ce sens-là, je vous remercie beaucoup pour votre retour, parce que cette question de la place pour le collectif, de la place aussi pour cet élément de se construire dans son collectif d'appartenance, aussi contre peut-être, et en parallèle dans cette société, ça me semble très important. Et pour l'idée des Verts, il faut de la place vraiment pour la diversité, il faut la faire dans notre société. Et je me permettrai de passer le micro à Martina qui est devant moi et qui l'a demandé en première. Maintenant, il fallait que je réponde à elle. Bonjour Martina, citoyenne intéressée par ces questions, par le vivre ensemble et la cohésion sociale. D'abord, merci pour, pour le contenu très riche et du débat et dans le reportage. J'ai une question un peu qui rebondit sur ce qu'a dit Omar au tout début, sa première question. C'est un peu provocateur, mais dans ce contexte aussi où on voit beaucoup de, je ne sais pas si on peut parler d'islamophobie ou de racisme anti-musulman, des témoignages aussi qui parlent d'un certain soupçon, parfois systématique, de personnes qui, parce qu'elles portent le voile, peuvent être signalées du doigt, ou enfin voilà, ce contexte. Est-ce que, intitulé le reportage « Les djihadistes sont parmi nous », est-ce que c'est pas aussi un peu provocateur? Est-ce que ça ne participe pas quelque part à alimenter la peur et l'ignorance par rapport à ce phénomène, enfin à cette réalité, à ce contexte? Alors c'est là toute la question. Soit
il y a une réalité qui est celle-là, qui est 500 personnes en Suisse sous surveillance, qui est une centaine de personnes qui sont parties. Des chiffres proportionnels à la superficie de notre pays. Rouillet le dit, comparativement, on est un petit peu dans la même proportion que ce qui peut se passer en France. Alors nous, en tant que journalistes, on se pose la question, est-ce qu'on en parle et on fait peur? J'ai le sentiment qu'on a essayé justement d'avoir un état des lieux au plus proche de la réalité, sans dramaturgie débordante, pour dire voilà la situation en Suisse, voilà les chiffres qu'on nous donne, et on en parle, ou on n'en parle pas. Alors après le titre, on a eu tout un débat à temps présent, j'en parlerai pas ce soir, il reflète les djihadistes suisses. Il n'est pas tout à fait juste, parce que quand on parle de le rapport sur lequel on s'est basé, c'était des combattants suisses partis au djihad. Et nous, ce qu'on a fait, c'était vraiment la situation ici en Suisse de la plupart des gens qui n'étaient pas partis, donc qui n'étaient pas des djihadistes. C'était des potentiels radicalisés qui peut-être un jour. Voilà. Mais voilà, c'est vrai qu'on s'est posé la question, même nous, au fur et à mesure du reportage, on se disait, mais franchement, on se dit, mais bon, là, on exagère quand même. On nous disait que ça allait péter à Lausanne. Pendant le reportage, ils arrêtent le fameux jeune d'Yverdon qui préparait un attentat à Paris. Et quand on est face à cette réalité-là, avec nos petites préoccupations helvétiques, où ici aussi on nous parle de choses souvent secrètes, souvent cachées, on se dit non quand même. Enfin voilà, moi j'ai pas de regret d'avoir été alarmiste si on a pu sembler être alarmiste, parce que je pense qu'il y a une vraie réalité et un vrai danger, peut-être pas pour le pays d'un attentat, en même temps voilà, on n'en sait rien, mais en tout cas il y a un vrai danger pour nos jeunes dans les quartiers de prendre une mauvaise voie. Et rien que pour ça, même si eux ils ont eu peur, bah, tant mieux. Je pense qu'on va peut-être terminer l'échange. Je pense qu'on a un peu dépassé sur le temps prévu, donc on ne va pas non plus étendre la discussion, mais il y aura toujours la possibilité éventuellement de poursuivre ça auprès du pot qui va être disponible juste après. Je voulais d'abord remercier vraiment nos intervenants ainsi que l'équipe du documentaire Le Temps Présent. C'était vraiment, je pense, une soirée très intéressante et enrichissante en matière de réflexion et de solutions aussi, on espère. Et je passe la parole à Omar rapidement. Non, peut-être un remerciement au secrétariat des Vergenois et spécialement à Chris Pavelek qui nous a filé un coup de pouce en tout cas pour que ce soit l'allocation de la salle et le reste. Et puis surtout, je vous invite à suivre non seulement les débats autour de la question électorale qui arrive dans quelques semaines et le débat autour du projet de loi sur la laïcité qui est discuté actuellement, parce que c'est directement ou indirectement lié aux discussions de ce soir, et de passer le mot autour de vous. C'est le message le plus important ce soir, c'est de passer le mot autour de vous et de réfléchir là-dessus. Voilà. En tout cas, merci encore de votre présence et à tout bientôt.